Il est impossible d'entreprendre sans avoir d'échecs. Oui. Donc il faut l'accepter. On apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses succès. Un succès, ça monte à la tête, entre guillemets, un échec, ça fait réfléchir. Mille merci Charles d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de nous accueillir dans tes locaux parisiens. Merci de ta venue, Hélène. Ça va être un moment de partage, j'espère, intense. Comment garder une âme de poète et un cap d'engagement quand la barque devient un plus gros navire? Y a-t-il des tiraillements et des dualités? En d'autres termes, comment préserver dans la durée l'ADN et la vision d'une entreprise engagée? J'aime à dire que toujours considérer que j'avais un petit peu les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et c'est un petit peu cette dualité, cet antagonisme qui fait la richesse de la position, à la fois le pragmatisme et la nécessité d'assurer le quotidien, d'assurer les bulletins de paye chaque fin de mois, et en même temps, effectivement, embarquer toute l'organisation dans une vision optimiste de la manière dont on peut contribuer modestement à transformer la société en implémentant des pratiques plus vertueuses et en défendant un modèle social d'entreprise qui a une vraie contribution sociétale, qui est une entreprise à enjeu environnemental, qui produit ses analyses de cycle de vie, ses bilans carbone et qui veut un impact maîtrisé, entre guillemets, sur son environnement. Au fur et à mesure du succès économique grandissant de l'entreprise, je me suis pris à rêver finalement d'une entreprise bienveillante ou bienfaisante. Oui. C'est ce qui nous conduira plus tard effectivement à franchir d'autres étapes dans la manière de la gouverner. Quelle est la vocation première de l'entreprise, toi qui milites pour une société moins anonyme et à responsabilité moins limitée? L'entreprise doit-elle s'émanciper davantage? J'ai grandi dans la génération qui a suivi l'après-guerre. Mon père est né en 1938. On était loin de la frugalité à cette époque-là. Il fallait reconstruire la France, il fallait faire des enfants. L'arrivée des congés payés, l'électroménager. Donc on était sur la recherche du bien vivre, sur une économie galopante. Ce n'est que dans les années 80, 90 qu'on a commencé à se rendre compte qu'à cette vitesse-là, on allait dans le mur, qu'on allait épuiser les ressources de la planète et qu'on ne pouvait pas continuer sur ce modèle. Donc notre rôle s'est transformé. Évidemment que nous sommes là pour créer de l'emploi, pour créer des biens ou des services, mais nous sommes là pour essayer de les faire de manière durable et ne pas atteindre des points de non-retour, donc être vigilant sur la pollution de l'eau, de l'air. Comment aujourd'hui Léa Nature soutient-elle les communautés locales et quelles actions concrètes avez-vous mises en place? Peut-être un ou deux exemples que tu souhaiterais nous partager. On soutient beaucoup d'associations locales parce que c'est un peu notre vocation quand même. Alors évidemment, on a aussi l'anti-gaspi, qui est un combat de toute heure pour revaloriser auprès des fermes locales qui font effectivement de l'élevage, les sacs de céréales ou de quinoa qui sont inventés, qui sont plus conformes à la qualité. Les Restos du Cœur, la banque alimentaire, évidemment tous nos surplus. On essaie vraiment de faire en sorte que tout ce qui rentre dans l'usine soit revalorisé à la sortie, même si ça sort pas sous forme de produits standards, y compris de revaloriser les emballages, les bidons, les sacs, etc. Ça, c'est important d'avoir un petit peu une maîtrise des flux sortants. Oui. Comment parviens-tu à intégrer l'intuition dans la gestion quotidienne d'une entreprise générant près de 502 millions d'euros de chiffre d'affaires et employant 2000 collaborateurs aujourd'hui? Oui, alors on ne peut pas être intuitif sur tout. Il y a des fondamentaux qu'on se doit évidemment de respecter. On a fait d'énormes progrès sur notre système d'information, sur notre système de gestion, sur notre performance logistique, énergétique, etc. Mais il y a quand même des domaines où il y a quelque chose qui doit échapper au rationnel et où il faut accepter qu'une partie du cerveau, effectivement, se libère de ses contraintes pour essayer d'inventer un petit peu des solutions futures, s'aventurer sur des territoires nouveaux. C'est vrai qu'il y a pas mal d'idées qui sont nées comme ça, de projets qui n'étaient pas forcément mentalement étant définis comme potentiellement réalisables, rentables, qui faisaient sens, qui ouvraient des portes, des directions dans lesquelles on se devait d'aller. Et quand on a par exemple pris conscience qu'une femme au cours d'une année pouvait mettre plusieurs centaines de grammes sur son visage de produits d'origine un peu chimique, on s'est dit que c'était bien de faire des soins du visage bio ou de faire du maquillage bio. Et ça a été une vraie difficulté technique pour obtenir les bonnes couleurs. C'est un projet qu'on aurait pu abandonner, mais on a toujours continué à le faire. On a même repris une entreprise qui s'appelle Beau Green Makeup il y a quelques années, qui vient compléter la marque
SoBioéthique qui est vendu en GMS pour pouvoir développer ce savoir-faire. On l'a fait par exemple dans le domaine aussi des produits d'entretien où, alors est-ce que c'est une intuition, mais c'est de dire à un moment donné, on a tous grandi avec l'idée que Coluche nous a bien parlé du nouvel homo, de la poudre de Lifsky, de la plus blanc que blanc, et pour autant aujourd'hui, 30 ans plus tard, quand on voit dans les rayons des gros bidons constitués de 85% d'eau et de gros bidons en plastique avec de la lessive qui contient de l'huile de palme, on se dit que finalement on est dans une incohérence écologique majeure. Donc là, il y a aussi une intuition qui est de dire, bon, on est contre des grands lessiviers internationaux contre lesquels on ne peut pas trop lutter économiquement, mais on peut essayer de réinventer entre guillemets, les produits de la maison pour demain. Initiative rarissime en France en tant qu'actionnaire majoritaire. Charles, tu as décidé de donner tes actions à une fondation actionnaire afin de garantir l'indépendance de l'entreprise et de pérenniser sa mission au service du bien commun. Ainsi, à terme, l'entreprise sera détenue majoritairement par un organisme d'intérêt général. Qu'est-ce qui a motivé ce choix audacieux, un choix qui renverse finalement la donne habituelle dans le monde de l'entreprise aujourd'hui? Ça rejoint un petit peu l'idée que l'entreprise, au-delà de produire des richesses et de l'emploi, des biens ou des services, elle doit servir à quelque chose de plus noble. Et donc, le fait d'incarner cette noblesse d'âme par une entité morale, une personne morale, qui est un fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est tout simplement une fondation simplifiée, entre guillemets, je trouve, ouvre une nouvelle trajectoire. De son vivant, on peut réussir et posséder, mais ça sert à rien de se projeter dans une trajectoire où on accumule. On ne va pas revenir à l'aristocratie, c'est pas parce que dans une économie libérale, on a l'opportunité aujourd'hui de réussir que l'on doit, entre guillemets, conférer la responsabilité aux générations qui vont suivre, à ses enfants ou aux autres, de devenir riches avant l'heure parce que sans l'avoir voulu et sans avoir travaillé, ou d'hériter de responsabilités qu'on n'a pas choisies. Donc finalement, avec l'accord des enfants, évidemment, puisqu'il fallait qu'ils renoncent à leur quotité disponible, hein, puisque en droit français, avec 4 enfants, chacun avait droit, si je dis pas de bêtises, à 18% de l'héritage virtuel, et il fallait qu'ils y renoncent. Et ça a été une réflexion familiale, partagée également avec mon épouse, de dire, vu la taille qu'atteint l'entreprise, est-ce que c'est raisonnable de mettre ça dans les mains des enfants? S'ils veulent y travailler, ils pourront le faire. S'ils veulent être dirigeants et qu'ils ont la capacité, ils pourront le faire. Mais c'est pas parce qu'il y a, entre guillemets, un droit de sang qu'ils sont automatiquement les numéros 1 ou les numéros 2 de cette organisation. Qu'as-tu appris de tes échecs en chemin et qui t'ont permis de rebondir? C'est qu'il est impossible d'entreprendre sans avoir d'échecs. Oui. Donc il faut l'accepter. Tout est question de proportion et de répétition, en fait. Et comment j'évite de renouveler cette erreur et comment j'améliore à la prochaine initiative. Et entre guillemets, on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses succès. Un succès, ça monte à la tête. Entre guillemets, un échec, ça fait réfléchir. Pour conclure notre échange, Charles, j'aimerais te proposer de finir cette phrase. Il est temps d'être plus tous ensemble. Je pense qu'on est quand même dans une société qui vise beaucoup à l'individualisation et dans une technologie de l'information digitale qui, effectivement, fractionne un petit peu la société en une multitude de petites initiatives, de petits plaisirs personnels et d'autocentrage. On a l'impression de partager, mais en fait, on est beaucoup reliés par des outils et moins par des énergies et par des personnes. Donc, c'est vrai que ces grandes réunions, et c'est marrant, j'ai l'impression que plus on va se fragmenter comme ça, et plus ces grandes messes, comme les Jeux Olympiques, ou des événements sportifs ou culturels, que ça prend une ampleur proportionnellement, donc que finalement chaque chose provoque un petit peu son contraire. Donc, il est temps de mieux vivre ensemble. Merci Charles d'avoir accepté notre invitation. Encore merci de ce partage si inspirant. Merci à toi. Merci encore.